Bonjour à tous, mon nom est Jean-François Verret, je suis au CNRS, je suis directeur de recherche. Je travaille à l'université Paris Diderot à Paris, donc on est dans la partie sud-est de Paris. J'ai une slide de présentation de l'université. Donc c'est une université qui est sur un campus qui est relativement récent. L'université a un peu plus de 40 ans, mais elle a bougé sur ce campus. Et je rappelle cette petite anecdote qui est que en fait, ces grands bâtiments qui servent, qui sont le centre de l'université, qui servent en fait à l'enseignement, ce sont en fait des anciens entrepôts où on stockait la farine, le blé, qui arrivait par la Seine, qui était après traité. Donc ça s'appelle la halle aux farines, et où les grands moulins, là on ne voit pas bien, mais c'est marqué les grands moulins. Donc si vous êtes de passage, vous pouvez me contacter. Je vais vous montrer à la fois l'université et puis je vous parlerai de ce que nous faisons, ce qui se fait au laboratoire. Il y a une dizaine d'années, ma formation, c'est une formation de physicien de la matière molle, soft condensed matter, qui est le terme anglais. Et il y a une dizaine d'années, je me suis tourné vers la biologie. Alors, biologie, c'est un grand mot. Je me suis tourné vers, on va dire, des environnements biologiques, des vrais environnements biologiques. Et pour être franc, à l'époque, je n'étais pas complètement sûr de savoir comment les choses allaient se passer. Donc c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler de cette transition de quelqu'un qui était physico-chimiste et qui travaille maintenant grâce à des collègues. Je dois remercier les collègues avec qui je travaille parce qu'ils m'ont ouvert des domaines que je ne connaissais pas. Et c'est de ça que je vais vous parler. Donc, mon exposé va se faire en deux parties. Une partie sur la nanomédecine, donc c'est les nanomatériaux et la médecine. Et une deuxième partie sur la biomécanique cellulaire, qui est quelque chose que nous avons développé aussi récemment. Alors, la nanomédecine, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce champ de recherche. Donc, il y a une vingtaine d'années, avec l'arrivée et le développement des nanotechnologies, il s'est passé d'abord un afflux de fonds pour la recherche qui a été colossal. Et donc, les gens ont essayé de développer des nouveaux matériaux à partir de ce qui était connu, de matériaux solides, physiques, et ont développé des nanomatériaux sous forme de nanoparticules. Et un des éléments de ces nanotechnologies, c'est le développement de ces nanoparticules. Donc les nanoparticules sont des petits grains de matière cristallisés et qui ont des propriétés tout à fait remarquables et qui sont sans précédent quand on les compare à la matière organique qui, mettons, aurait des propriétés dans le même ordre d'idées. Par exemple, la fluorescence, il y a des fluorophores organiques et il y a des nanoparticules semi-conductrices qu'on appelle quantum dots. L'effet de ces particules sont supérieurs aux fluorophores connus. Ça ne veut pas dire que les quantum dots vont tout résoudre, ils ont aussi d'autres problèmes, mais en termes de fluorescence, c'est très élevé. Donc les particules que je cite ici, c'est l'oxyde de fer, l'or, il y a l'argent, il y a toute une batterie de particules, il y a toute une batterie de particules avec des différentes formes, etc. Donc il y a eu une énorme recherche là-dessus. Donc ce que les gens ont voulu faire, c'est utiliser ces particules pour la médecine. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces particules pour le diagnostic, pour l'imagerie et même pour guérir. Et en particulier, la recherche s'est orientée vers le cancer. Donc en fait, l'idée de base il y a 20 ans, et qui est très belle sur le papier, et je vais vous montrer qu'elle peut poser problème, c'est qu'en fait les particules sont injectées dans la circulation sanguine, ça c'est un vaisseau sanguin, et on imagine, à proximité d'une tumeur, que les particules vont se fixer, et donc vont permettre, avec une méthode d'imagerie, d'identifier la tumeur, d'identifier sa taille, mais aussi, ultérieurement, éventuellement, de tuer la tumeur, tuer les cellules tumorales. D'accord ? Donc sur le papier, c'est génial. La réalité est beaucoup plus complexe, et c'est de ça que je veux vous parler. Donc 20 ans de travaux extensifs, avec des grandes sommes mises en jeu. Et depuis 2-3 ans, il y a plusieurs revues qui sont parues.
Ces revues ont donné un espèce de résumé de ces 20 ans de travaux. Et je cite ici une revue du groupe de Warren Chan, qui est parue dans Nature Reviews. Et ces gens-là se sont intéressés à faire une statistique sur un échantillon d'articles qui traçait, qui s'intéressait à un problème bien précis, c'est la délivrance de nanoparticules dans des tumeurs, donc ce dont je viens de parler. Alors, vous voyez un peu la situation, 20 ans d'études, maintenant on fait le point, qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont scanné à peu près 40 000 articles, et sur les 40 000 articles, ils en ont retenu 117. Donc c'est de 117 études bien complètes qui montrent la délivrée de particules sur les tumeurs. Donc les 117 études, et ils ont déterminé ce qu'ils appellent delivery efficiency, c'est donc la efficacité de délivrance, et ils l'ont tracé en fonction des années. Donc ça c'est delivery efficiency en pourcent, en fonction des années, donc leur étude va de 2005 à 2015, et la première chose qui est surprenante dans cette étude, c'est de voir qu'elle ne varie pas avec le temps, et je pense que tout le monde se serait attendu à avoir une augmentation. Hein. C'est-à-dire que plus on va vers des techniques sophistiquées, et plus, en fait, ici, on devrait avoir quelque chose qui décolle. Le deuxième point extrêmement flagrant, extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, le niveau de ce delivery efficiency est extrêmement bas, 0,7%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'injecte dans un... Là, ce n'est pas des patients, c'est sur des souris, sur des rongeurs. Quand j'injecte 1000 particules, il y en a 7 qui arrivent à la tumeur. Donc là, c'est pas bon, quoi. On loupe la cible. Hein. On tire sur une tumeur et tout va à côté. Alors la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe des 993 qui restent? J'y viendrai dans un moment. Donc ils sont allés un peu plus loin. Ils ont regardé même un problème où, dans les particules, on peut avoir des particules qui sont, on va dire, un peu inertes, et puis des particules qui sont... qu'on fonctionnalise avec une petite molécule qui va cibler spécifiquement la tumeur. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand on a donc, ce qu'on appelle passive targeting ou active targeting, donc avec des systèmes particulaires beaucoup plus élaborés, beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus difficiles à obtenir, eh bien, il n'y a pas de différence non plus. Donc là aussi, c'est très surprenant. Donc moi, je veux vous proposer une explication qui n'est pas la seule explication, bien sûr, c'est une suggestion. Hein, moi, je suis physico-chimiste, je vois des gens qui viennent de la biologie, qui viennent de tout un tas de domaines et qui connaissent peut-être un peu moins des problèmes d'interaction entre particules, d'interaction entre particules et protéines. Donc, une première interprétation possible, c'est qu'en général, les particules sont synthétisées par des chimistes inorganiciens dans des milieux qui sont spécifiques à la chimie. Et quand on veut transposer cette particule dans un milieu biologique, alors le milieu biologique, il est complexe, il a un pH physiologique, il a une force ionique, donc une quantité de sel qui est assez élevée, et il contient tout un tas de macromolécules, des protéines, des petites molécules, des peptides, etc. Eh bien, c'est ce transfert-là qui pose problème. Et les gens ont réalisé finalement, après un certain temps, que c'est critique. Alors pourquoi c'est critique? Vous allez le voir dans la partie suivante. Un autre point important qui s'ajoute au premier, c'est qu'en fait, les études se sont extrêmement focalisées sur les propriétés des particules. Et finalement, elles se sont moins focalisées sur les interfaces. Et c'est les interfaces, à mon avis, dans ce domaine-là, qui sont importantes. C'est aussi pour ça que j'ai appelé mon exposé « Controlling Interface », contrôler les interfaces pour la biomédecine. Alors, je vous donne un exemple super simple, vous allez tout de suite comprendre. Des nanoparticules pour les applications biologiques, là, ce sont des oxydes de cérium qui sont au-dessous de 10 nanomètres. Hein, c'est des petites particules qui sont industrielles que j'ai obtenues de Rhodia, enfin de Solvay maintenant. Donc, c'est des petites particules qui ont des propriétés extrêmement intéressantes. Ces particules, par exemple, servent de filtre contre les UV. Donc, elles sont mises comme adjuvants dans des peintures. Et maintenant, on leur a trouvé des propriétés pour la nanomédecine. Je ne rentre pas trop dans les détails. Donc on a ici un échantillon qui contient du milieu de culture. Le milieu de culture, c'est le milieu qu'on utilise pour faire croître des cellules vivantes. Et je vais ajouter 20 microlitres de cette dispersion, et vous allez voir ce qui va se passer.
voilà. Je ne sais pas si c'est si c'est la réaction qui a produit ce son, mais ce qui est clair, c'est que vous voyez, il y a ici une déstabilisation immédiate des particules. Vous voyez des grosses grappes qui diffusent la lumière, et c'est donc là, vous perdez complètement l'aspect nanoparticulaire de votre échantillon. D'accord? Alors, on développe des nanoparticules, mais après, on les met dans un milieu de culture et ça donne ça. Donc ça ne va pas. Alors, comment est-ce qu'il faut voir les choses? Comment est-ce que les choses sont décrites dans la littérature? Je devrais dire plus correctement. Alors, in vitro, on fait des expériences avec des boîtes de pétri. Donc, on a des cultures cellulaires, on a un milieu par-dessus, un milieu très riche, hein, celui dont je viens de parler. Et quand on met les particules, il y a une espèce de dogme qui existe maintenant, qui est le dogme de la protéine corona. Donc, c'est un truc qui a été inventé, une image ou à partir de résultats. Cette chose est, critiquable ou on peut la discuter. Mais enfin, en gros, les gens s'accordent à dire que quand les particules sont mises en contact avec ces milieux riches, milieux biologiques, ici in vitro, eh bien, les particules sont couvertes de protéines. Donc les protéines s'absorbent sur la particule. Et donc le titre de ce papier dans JACS il y a une dizaine d'années, c'est « What the cell sees in bio-nanoscience ». Ce que voit la cellule, qui est juste ici, ce ne sont pas des particules, mais c'est des particules couvertes avec la protéine. D'accord? Et donc ça change beaucoup de choses. Apparemment, ça change beaucoup de choses parce que ça a changé l'interface. Et donc, ce qui va se passer sur la membrane plasmique, ça c'est les phospholipides d'une membrane plasmique d'une cellule, eh bien l'interaction d'une particule complètement nue ou d'une particule qui est couverte de protéines sera complètement différente. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en mémoire. Les protéines ont tendance à s'absorber sur la particule. Le deuxième point, c'est in vivo, ce qui se passe, c'est in vivo, on injecte à des souris des particules, donc on les injecte dans le sang, et ce qui se passe, c'est que à t égale 0, la partie bleue ici dans le sang, la concentration des particules injectées, l'activité est 100%, et au bout de 15 minutes, elle se retrouve dans le foie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez classique, connu depuis longtemps. Donc le foie de ces animaux, de ces mammifères, et c'est la même chose pour nous, va filtrer les espèces qui sont injectées. D'accord? Donc si vous voulez cibler le foie dans votre expérience, c'est génial, mais si vous voulez aller dans les poumons, dans le cœur ou ailleurs, c'est raté. Hein? Donc en fait, le mécanisme de capture des particules par le foie est bien décrit. Donc on en discutera peut-être un peu plus tard. Donc alors, comment est-ce qu'on contrôle les interfaces? Physico-chimiste que je suis, je travaille avec des particules qu'on utilise. Ce sont des particules d'oxyde de fer, donc des particules d'oxyde de fer qui sont de la magnémite, gamma Fe2O3, et qui sont utilisées comme des agents de contraste en IRM. Donc l'IRM, c'est une technique extrêmement puissante qui existe dans les cliniques, dans les hôpitaux pour visualiser sans détruire les tissus et les organes. Donc on voit ici des contrastes qui correspondent à des tissus différents. En fait, ce que fait l'IRM, c'est qu'elle mesure l'aimantation des molécules d'eau, des protons des molécules d'eau. Donc ici, on a différentes densités d'eau, et ce qui se passe, donc les contrastes sont différents. Quand on ajoute une particule qui a typiquement une taille de 10 nanomètres, eh bien, ça renforce le contraste. D'accord? Il y a un mécanisme qui est bien connu, c'est un modèle qui s'appelle Outer Sphere Model. Donc lorsque la particule que je représente ici a autour d'elle des molécules d'eau, ces molécules sentent la présence du champ magnétique exercé par la particule et donc vont avoir des relaxations T1 et T2 différentes. Donc si vous avez des particules ici, eh bien, ça va apparaître sombre, comme je vais le montrer dans un moment. Donc la stratégie, c'est ça que je voulais dire, elle a été réfléchie et menée à bien avec ce groupe de Montpellier qui s'appelle, c'est une entreprise, une start-up qui devient, je pense, qui a pas mal de succès en ce moment, Spécifique Polymère, donc qui a été fondée par Cédric Louba, et on travaille avec Alain Graillot, avec les deux. Et donc notre stratégie, ça a été de mettre sur les particules des polymères. Bon, ok, je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous c'est des stratégies très connues. Hein,
Il y en a sans doute d'entre vous qui utilisent ce type de stratégie. Alors pourquoi est-ce que c'est, je pense, intéressant ce que la stratégie proposée par Specific Polymer? Eh bien voilà, la première chose importante, c'est quand vous voulez mettre des polymères comme ça autour, pourquoi vous voulez les mettre d'abord? Okay. Vous voulez les mettre pour éviter deux choses. Un, que les particules s'agrègent, comme j'ai montré dans le petit film. Et deux, vous voulez éviter que les protéines s'absorbent. Donc les gens qui ont travaillé sur ce qu'on appelle les brosses de polymères, donc là il y a toute l'école des gens des polymères aux interfaces, c'est bien connu. On a montré que ces polymères avaient ces capacités de protéger et d'empêcher à la fois l'agrégation et à la fois la déposition des protéines. Donc là, après, comment est-ce qu'on met des polymères sur une particule? Donc ça, il y a des dizaines de stratégies aussi. Donc nous, on a choisi un système d'assemblage. Ce qu'on fait, c'est qu'on a nos particules d'un côté et nos polymères de l'autre côté, et on fait des structures de polymères, des formules de polymères très sophistiquées, avec des protocoles aussi sophistiqués pour pouvoir avoir un assemblage, et cet assemblage est en grande partie contrôlé. Donc on utilise comme polymère qui est ici du polyéthylène glycol, assez connu, avec un poids moléculaire de 44 pour les monomères. Donc c'est un polymère qui a plein d'avantages, hein, hydrosoluble, non toxique. Et pour la partie qui va s'attacher, on utilise un système, donc ça c'est un petit peu de chimie, c'est un système qui est un groupe qui s'appelle l'acide phosphonique. L'acide phosphonique a une très forte affinité pour les métaux, et on voit ici qu'on a Specific Polymer synthétise un backbone qui est de l'acide métacrylique, qui a deux comonomères, un qui est avec le PEG et l'autre avec l'acide phosphonique. D'accord? Et c'est ces polymères-là, c'est un exemple, mais on en a un grand nombre, qui nous permettent d'avoir des résultats intéressants. Donc je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on a fait sur ces polymères et ces particules, je vais juste illustrer avec un point après, mais je voudrais vous mentionner notre stratégie. Donc on a synthétisé des particules et on les a caractérisées, on les a cotées pour avoir des objets qui ressemblent à ça. On a testé l'absorption des protéines avec la technique de QCMD avec des collègues italiens, et on a fait des expériences in vitro et de culture cellulaire où on a montré comment ces particules entraient ou n'entraient pas dans les cellules. Donc on a fait toute une batterie d'expériences que je ne vais pas décrire. Je vais juste vous décrire quelque chose qui est des expériences in vivo. D'accord? Alors les expériences in vivo ont été faites à l'Université Paris 5 avec des collègues que je mentionne à la fin, j'aurais dû les mentionner ici. C'est Nathalie Mignet et Isabelle Margaille. Donc là, ce que vous voyez, c'est une expérience d'imagerie par résonance magnétique sur des souris. Donc vous voyez, la souris est dans un petit cylindre. Vous voyez la queue de la souris. En fait, on injecte à la souris la dispersion. Okay. Alors, comme on veut faire les choses bien, on prépare tout. Et Grégory, là, fixe la souris dans le tube, dans l'aimant, et il commence la mesure. Et ce qu'on mesure, c'est différentes parties de la souris. Okay. On mesure différents organes, on mesure la rate, on mesure les poumons, le foie. Et là, je vais vous montrer des résultats sur le foie. Hein, vous vous souvenez, je vous ai dit, le foie, ça filtre les particules, et c'est ce qu'on va voir là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, on fait des mesures, et puis après, on injecte la dispersion par la queue dans la souris, et on regarde ce qui se passe au niveau du foie. D'accord? Donc ça, ce sont des images en IRM du foie, d'une souris et d'une autre souris. Okay? Je vais vous montrer des films qui correspondent, donc on appelle ça la pharmacocinétique, ici du foie en particulier, et je vais vous montrer des images pendant 60 minutes, après l'injection. Donc le foie, ici, il est représenté autour de ce contour, hein. C'est le foie de la souris. Ici, une autre souris a un foie qui a l'air un petit peu plus gros, elle est peut-être aussi plus grosse. On a des doses. Donc ici, on a des particules qui vont être injectées et qui ont des propriétés d'être, on va dire, de s'agréger, comme dans le petit film que j'ai montré. Et ça, c'est les particules avec un coating spécifique polymère. Donc voilà. Donc ce qu'on voit, c'est qu'autour à l'intérieur du contour, vous voyez qu'il y a une zone grise qui apparaît. Et cette zone grise, en fait, elle est la signature que le foie a capté les particules qui ont été injectées. Et si vous voyez la cinétique de capture,
elle est extrêmement rapide, puisque à 10 minutes, on est typiquement avec un foie complètement sombre. Et après, c'est stable. D'accord? Donc, je résumerai après. Qu'est-ce qui se passe quand on met maintenant la même chose avec une autre particule, avec ce tout petit coating autour? On ne voit quasiment rien. On ne voit quasiment rien. Le foie reste... juste une petite anecdote, ces expériences sont assez difficiles. Hein. Vous allez voir un moment ces troubles-là. Vous voyez quand ça devient trouble? Ça, c'est quand, en fait, il y a un décalage entre la respiration de la souris et... Parce que normalement, la souris, elle respire, elle n'est pas morte. Hein. Si elle était morte, on ne pourrait rien voir. Donc, elle respire. Et il faut toujours prendre l'image à un moment donné. Et il y a des moments où ça bug un peu. Et donc, on a 2-3 images qui sont floues. C'est parce que la souris bouge dans sa respiration. Voilà. Donc, c'est des expériences qui sont assez difficiles, finalement, et qui ont été répétées sur... toutes les manips qu'on a faites ont été répétées sur entre 3 et 5 souris, donc, et avec des cinétiques qui allaient jusqu'à 1 semaine. Je ne vais pas tout vous montrer, mais juste un aperçu. Et donc, ouais. Et donc ça, c'est le résumé de ce que je viens de vous raconter. Donc, vous voyez des particules avec le bon coating. On arrive à prolonger le temps d'un facteur 50. Donc ici, on a 5 minutes et ici, on a 250 minutes, le temps de capture. Donc pour résumer, en changeant de 3 nanomètres l'interface avec une particule, on augmente la prolongation dans la circulation sanguine. Et à ce moment-là, on est capable, via un mécanisme qui s'appelle le mécanisme EPR, d'aller fixer ces particules sur une tumeur et de la visualiser. Je ne vais pas vous parler de ça et je vais switcher sur le deuxième sujet parce que je vois que je vais dépasser mon temps. Donc, j'avais un slide qui fait un petit peu le... Voilà. Donc là, je vais changer vraiment de sujet. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que quand j'étais plus jeune, on en discutait hier soir, je faisais de la rhéologie. Je m'étais promis de plus jamais refaire de la rhéologie, bien que j'aime vraiment beaucoup ce domaine. Et puis finalement, les vieux démons du passé ressurgissent. Donc je vais vous parler cette fois-ci pas de rhéologie, mais de micro-rhéologie. Et ça fait une bonne continuation avec l'exposé précédent. Donc c'est un petit peu... voilà, ça c'est la manip, le rhéométrique que j'ai utilisé il y a quelques années. Donc le rhéomètre, bon, vous avez vu tout à l'heure, hein, donc on a besoin d'un objet qui soit de taille centimétrique, et la micro-rhéologie n'utilise pas un rhéomètre mais un microscope, et on a des sondes qui bougent via les mouvements browniens, et à partir des trajectoires, on remonte à coefficient de diffusion et à la viscosité environnante. C'est une technique qui est très connue, qui est bien appliquée maintenant. Hein. Donc l'avantage, c'est qu'ici, on peut travailler sur des échantillons beaucoup plus petits, micrométriques. Donc on a des microlitres et ici, on a des millilitres. Donc pour certains échantillons, c'est important. Donc là, on va travailler sur des cellules vivantes. Alors les cellules vivantes, c'est des objets quand même assez complexes. Hein. C'est des objets complexes. Ça, c'est une image qui est prise de ce bouquin célèbre, Molecular Biology of the Cell. Et vous voyez donc une cellule représentée de cette manière-là, très complexe parce qu'elle contient beaucoup de choses. Donc elle contient essentiellement des organelles. Hein, les organelles. Alors vous voyez ici le noyau, et puis il y a les mitochondries, il y a des filaments. Donc c'est une structure extrêmement complexe. Et donc pour vous donner des ordres de grandeur, donc ça c'est à peu près 10 à 30 microns. Son volume c'est 1 picolitre, et nous, dans notre corps, on a à peu près 10 puissance 13 cellules, d'accord, qui sont différenciées, qui sont toutes différentes, on va dire. Et donc là, ce que je veux vous montrer, c'est on va essayer de mesurer la viscosité dans cette partie-là, dans ce qu'on appelle le cytoplasme, hein, c'est-à-dire tout sauf le noyau, d'accord. Donc c'est-à-dire là où on a le Golgi, les mitochondries, et surtout, les choses qui sont importantes et qui vont apparaître importantes par la suite, c'est les microtubules, les filaments d'actine et les filaments intermédiaires. Donc vous devez, je ne sais pas si vous connaissez bien la culture cellulaire ou les cellules, imaginez une cellule, c'est comme on dirait un pancake avec un œuf au milieu. L'œuf, ça serait, on va dire, le jaune de l'œuf, ça serait le noyau qui est un petit peu plus haut, et le reste, la cellule est adhérente et elle explore son environnement parce qu'elle est à la recherche de nutriments. Hein, la cellule, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle a des fonctions biologiques. Elle a ses fonctions biologiques, elle le fait uniquement dans certains
dans certains environnements. Donc ça, nous, on travaille sur des cellules adhérentes qui sont sur un substrat. C'est pour ça qu'elles sont représentées comme ça. Si c'est des cellules en suspension, c'est différent. Donc alors, la microréologie de la cellule, ce n'est pas une science nouvelle, hein. Ça a été fait depuis très longtemps. Depuis une vingtaine d'années, les gens sont intéressés à tester comment est-ce qu'une cellule réagit à une excitation mécanique extérieure. Alors par exemple, on peut utiliser une pointe AFM, on peut utiliser des optical tweezers ou magnetic tweezers. Donc c'est des particules qui sont associées à la surface et sur lesquelles on applique des forces. Donc on bouge un petit peu et on regarde comment la cellule répond. D'accord ? Et à partir de ça, ça nous fait des relations force-déplacement. Donc là, on fait ce qu'on appelle de la microréologie. Okay ? Il y a aussi une technique qui consiste à injecter des petites billes, en général fluorescentes, et quand on les injecte, eh bien, à nouveau, comme j'ai montré tout à l'heure, à partir de leur mouvement, on peut remonter à la viscosité de l'intérieur. Alors, ce qui est quand même incroyable, parce que les cellules sont connues étudiées depuis très longtemps par les biologistes, par les biophysiciens, c'est que la description de la rhéologie cellulaire est vraiment débattue et les choses ne sont pas claires. Alors voilà un petit peu les 3 modèles qui existent. Hein ? Donc si vous êtes plutôt physico-chimiste ou physicien, vous allez décrire une cellule, vous allez sursimplifier sa structure. Vous allez dire c'est un environnement, c'est une boule, et dedans il y a de la matière, essentiellement des protéines, on va dire, et des phospholipides. Donc la première hypothèse, c'est de dire l'intérieur cellulaire, c'est l'intérieur, est une dispersion de colloïdes. Et donc vous pouvez faire une estimation de la viscosité en utilisant la loi de Krieger-Dougherty. Vous savez que la fraction volumique est 30%, donc vous avez une viscosité à l'intérieur de la cellule qui serait finalement assez faible et de l'ordre de quelques fois la viscosité du solvant. D'accord ? C'est de dire, bon, à l'intérieur, j'ai des protéines, elles sont concentrées, 30% c'est élevé, et donc j'ai une élévation qui, si je crois cette loi, finalement est faible. D'accord ? Donc ce serait un fluide visqueux, comme on peut imaginer pour des colloïdes. Puis il y a des gens qui disent, non, ça c'est pas bon, l'intérieur est en fait dicté par ces filaments intermédiaires et ces filaments l'actine et les microtubules. Et donc on dit l'intérieur c'est comme un réseau de polymères. Donc là il y a deux écoles. Il y en a qui disent oui c'est des polymères qui sont vivants, qui peuvent se couper, se recombiner, faire des choses avec des liens physiques. Et puis d'autres qui disent non c'est comme un réseau lié, quoi, comme un morceau de caoutchouc. Donc il y a plein d'articles qui débattent là-dessus. Et je me suis aperçu, moi j'étais très étonné de voir que les choses n'étaient finalement pas si claires. Donc je vais vous montrer qu'en fait, on peut avoir une autre approche et trouver lequel de ces 3 modèles est peut-être le plus juste. On va dire ça comme ça. Donc là, je repars sur les particules magnétiques. Vous avez vu cette image tout à l'heure. Peut-être que je devrais dire 2-3 mots sur ces particules. Donc elles sont 10 nanomètres. C'est des oxydes de fer et chaque particule porte un moment. Voilà, un petit moment comme ça. Là, j'ai oublié de le mettre. Mais toutes les particules portent un moment. Et quand on met un champ magnétique, ces moments s'orientent. Okay. Il faut mettre un champ magnétique assez fort parce qu'il y a le mouvement brownien qui contrebalance cette orientation. Par contre, il y a quelque chose que les gens oublient parfois, et c'est représenté là-dessus. Donc, pour vous montrer que c'est magnétique, donc j'ai mis un échantillon dilué ici. Hein, vous voyez, c'est légèrement absorbant. Ça diffuse très peu la lumière, mais ça absorbe à une certaine fréquence, une certaine longueur d'onde. Je mets un aimant dessous et regardez ce qui se passe. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, on voit un changement de couleur. Ce changement de couleur est associé à un changement de concentration. Donc là, on comprend, on se dit, ah ben, je mets un aimant, ça attire les particules. Ah, mais vous avez vu le temps que ça met ? D'accord ? C'est un temps, je veux dire, si je dois attendre 4 jours pour faire une manip, non, ça, c'est pas possible. Donc ça vient du fait qu'en fait, ces particules sont magnétiques, elles sont même assez magnétiques, mais finalement, elles sont faiblement magnétiques par rapport au mouvement brownien, à ces tailles-là. Donc l'objectif qu'on a eu, c'est de se dire, ben voilà, si avec une particule ça fait problème, on va les associer et faire des objets gros, et ces objets gros, eh ben, normalement, ils devraient répondre un peu mieux. Donc, il y a quelques années, avec des collègues, on a trouvé une technique
pour assembler ces particules de manière contrôlée. On a ici les particules qui ont un petit polymère autour, donc ce n'est pas les polymères de spécifique polymère, c'est du polyacrylique acide. On a un polycation et on fait une association entre les deux. Alors pour éviter que ça interagisse trop, on se met dans une solution saline à 1 molaire de NH4Cl et après lentement on dialyse cette solution. Donc cette solution mélangée, on la met dans un bac de dialyse et regardez ce qui se passe en fonction du temps. Là c'est plus rapide, même s'il est cinétique. Là il n'y a pas d'aimant. Hein. Donc vous voyez que ça devient turbide. Donc je sais pas si j'ai été assez clair. On mélange des particules fortement négatives avec des polymères fortement positifs. Ils n'interagissent pas parce qu'on a écranté les interactions électrostatiques. Par contre, quand j'enlève le sel, tout doucement, tout doucement, tout doucement, là j'ai la force ionique qui passe de 1 molaire à 10-3 molaires, eh bien j'ai une association des particules. Alors si je regarde, ça fait des objets qui sont sphériques, et ces objets contiennent un grand nombre de particules. Elles sont bien collées. Elles sont collées de manière irréversible. Donc c'est une technique qui est très très simple, qui est tellement simple, je dis parfois, vous pouvez la faire dans votre cuisine, parce que même, enfin, dans votre cuisine, avec des instruments, on va dire, simples, on a besoin d'eau distillée, et puis une cassette de dialyse. Alors, comme on a voulu aller plus loin, on a fait cette transition de dessalage, comme on l'appelle, en présence d'un champ magnétique. Donc on a mis dans le bac de dialyse deux gros aimants, on a un champ magnétique constant, et on s'est aperçu que là, les objets, au lieu d'être sphériques, étaient allongés. Ah, ça c'était intéressant, parce qu'on s'est dit, s'ils sont allongés, ils sont sans doute magnétiques. Donc là, c'est une expérience qu'on a fait tout au début. Donc je vais appliquer un champ magnétique, donc le champ magnétique, il a cette direction-là, et puis après, j'applique un champ magnétique comme ça, et puis après, je reviens et je fais une alternance. Et c'est ce que vous voyez. Donc au départ, vous voyez, là, ils ont leur mouvement brownien. Hein, et puis dès que je change l'orientation du champ, vous voyez que les objets suivent. Hein, d'accord ? Ah, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que je peux contrôler le mouvement de ce système. Alors juste pour que vous regardez cette petite aiguille et cette grande aiguille. Vous voyez, elles s'orientent toutes les deux, mais la grande, elle est plus lente. Elle est plus lente parce qu'il y a de la friction. Elle est plus grande quand il faut qu'elle tourne, la friction est plus grande, et la friction, elle dépend de la longueur au cube, et ça, c'est ce qu'on voit ici. Donc les aiguilles, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ont hérité des propriétés des particules. Les particules sont super paramagnétiques, les aiguilles aussi, et leur réponse dépend de la longueur et du diamètre. Donc ça, c'est la structure en thème. Comme dans l'expérience où il y avait les particules qui étaient sphériques, les agrégats sphériques, les distances entre les particules d'oxyde de fer sont très très faibles, tout est vraiment collé, la fraction volumique est très, très élevée, donc on a un magnétisme assez bon. Et c'est là où on a compris, je me souviens quand on discutait avec des collègues qui sont plus théoriciens du magnétisme, c'est là qu'on a compris que ces objets pouvaient être des sondes de mesure de viscosité, et des sondes quantitatives, pas simplement j'estime c'est un peu plus visqueux, un peu moins visqueux. D'accord ? Donc ça c'est le couple magnétique, je vais passer une minute sur cette équation. C'est le couple magnétique qui est appliqué par un champ magnétique, ici H, une excitation magnétique, sur une aiguille, un anophile qui a une orientation bêta avec ce champ. Donc ce qu'on comprend, c'est que le couple il doit dépendre du volume, parce que c'est le volume, c'est à peu près, je pense, à peu près naturel. Ça dépend de quelque chose qu'on appelle delta chi, la susceptibilité, ou l'anisotropie de susceptibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui caractérise le magnétisme de cet objet. Et ça dépend de champ magnétique au carré et du sinus de l'angle. D'accord ? Donc ça, c'est bien parce que si je fais une expérience de microscopie optique, comme je vous ai montré précédemment, une expérience de microscopie optique, je connais mon champ, je connais l'orientation de mon champ, son intensité, donc je connais H, je connais bêta, je connais tout, sauf le delta chi. D'accord ? Si j'ai une manip qui me permet de déterminer delta chi, je peux remonter à cette valeur quantitative de ce couple magnétique. Alors, comment est-ce que nous avons mesuré la viscosité ? Il y a pas mal de techniques à partir de ces objets magnétiques. Nous avons utilisé une technique qui s'appelle la spectroscopie rotationnelle magnétique, donc qui consiste tout simplement à appliquer un champ rotationnel, comme dans un rhéomètre, avec deux couples de bobines, avec un déphasage de 90 degrés, et on fait tourner le champ B
dans cette direction, comme ça par exemple. Okay. Donc là, c'est ce que je vous montre ici, c'est ce que théoriquement on prédit pour cette rotation. Alors imaginons que mon fluide autour, c'est un fluide de Maxwell, mais on pourrait prendre un fluide de Newton, ou on peut prendre ce qu'on veut. Hein. Il suffit de modéliser ici les forces de friction, ou les couples de friction avec une partie élastique et une partie visqueuse. Ici, c'est en série. On résout les équations, et voici ce qu'on observe. Hein. Donc je répète, j'applique le champ magnétique tournant, et j'ai deux couples qui vont faire de la friction, un couple élastique et un couple visqueux. Et donc je résous les équations, et c'est ça ce qui me donne, c'est ça. Donc si je suis à basse fréquence, je vois le champ qui tourne et l'aiguille qui suit le champ. Vous voyez, il y a un petit décalage entre les deux. Ce décalage vient de la viscosité. Si une viscosité est plus grande, le décalage sera plus grand. Okay. Mais l'angle que fait l'aiguille, parce que c'est ça que finalement après on va traquer en microscopie optique, on va suivre en microscopie optique, il varie linéairement. Donc on a un régime qui s'appelle synchrone, un régime synchrone. Si on a une fréquence plus élevée, on a un autre comportement, un régime asynchrone. Donc là, ça vient du fait que là, je vais trop vite en fréquence, et donc j'ai trop de friction, l'aiguille ne peut plus suivre, et voilà ce qui se passe. Donc on voit au début l'aiguille suit le champ, et au bout d'un moment, quand il y a un angle de 90 degrés, elle ne peut plus suivre, elle ralentit, et elle attend le tour suivant. Donc l'angle que fait l'aiguille en fonction du temps, ça fait un peu des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et quand on regarde bien les équations et qu'on interprète au niveau de la rhéologie, eh bien, on trouve que la fréquence critique, donc entre ces deux régimes, elle varie, inversement proportionnellement, de manière inverse proportionnelle à la viscosité. Donc je suis en train de vous dire que si je mesure ωc, j'ai la viscosité du fluide environnant. Donc c'est une technique finalement assez simple, qui ne demande quasiment pas de traitement statistique, comme par exemple dans les techniques avec des billes. On peut faire d'autres prédictions, mais je vais passer. Donc voilà, on a maintenant un outil pour mesurer la rhéologie locale sur des volumes très, très petits. Qu'est-ce qui se passe avec les cellules vivantes? Est-ce que ces aiguilles, est-ce que ces objets vont tuer les cellules vivantes? D'abord, est-ce qu'elles vont rentrer dans les cellules vivantes? Ça, ce sont des questions que nous nous sommes posées, qu'on a résolues, mais je dois dire qu'on n'a pas compris, on n'a pas tout compris, mais je vais vous montrer quelques exemples qui vont, je pense, être suffisants pour voir qu'on contrôle quand même bien les choses. Donc là, on fait une expérience où on ouvre une boîte de pétri, on a des cellules qui sont adhérentes, on a le surnageant de cette boîte de pétri qui est le milieu de culture, et on va déposer nos nanophiles, nos aiguilles, dans une petite goutte, ça va se répartir, et ça va tomber au niveau des cellules. Donc là, vous allez regarder bien cette petite aiguille qui est collée sur le substrat, et ça va être la cellule, et vous allez voir comment cette cellule va manger cette aiguille. Vous avez vu? Donc la cellule, finalement, elle explore avec son lamellipodium, elle explore l'environnement, elle regarde s'il n'y a pas des choses qui peuvent être intéressantes pour elle, elle voit un objet et d'une manière assez surprenante, le prend, on le voit ici, et l'incorpore. Donc ça, c'est une internalisation à partir du lamellipodium, mais on a aussi vu des internalisations à partir de la membrane. Donc ici, on a deux cellules, donc on fait l'expérience, l'aiguille tombe, et va se mettre entre les deux cellules. Vous la voyez ici. Vous voyez, c'est quand même très accéléré. Hein. Regardez, ça, là, il s'agit de plusieurs dizaines de minutes. Donc là, elles sont en train de communiquer, elles se disent, bon, laquelle va prendre l'aiguille? Et puis c'est celle du haut qui s'y colle. Et finalement, on voit l'aiguille va finir par rentrer à l'intérieur. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que vous savez que l'aiguille elle est à l'intérieur? Hein, c'est une bonne question, on se l'est posé aussi. Donc on a fait plein de manips et... Une explication simple, c'est quand on regarde, vous voyez, il y a un trafic intracellulaire qui est très élevé. Tous ces points noirs que vous voyez, c'est en fait des vésicules. La cellule, vous voyez, les cellules, elles ne meurent pas hein, quand elles incorporent ces objets. Hein. L'activité ne change pas quand l'aiguille est à l'intérieur. Donc tout ça, ce trafic intracellulaire, de temps en temps, quand on regarde image par image, on voit une vésicule sur la
Et donc, sur l'aiguille, donc on sait que l'aiguille est dessous. Et puis, on a fait plein de manips. Donc, on a fait des manips en thème et en immunofluorescence. Donc, ça, c'est avec une collaboration avec des gens à Cochin il y a quelques années déjà. Et là, on a montré quelque chose qui est pas suffisamment donné dans la littérature, c'est que nos aiguilles sont à l'intérieur du cytoplasme et elles ne possèdent pas de membrane autour. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais quand on met des nanomatériaux dans des cellules, la cellule se protège. Elle essaye de les accaparer par un mécanisme d'endocytose. Donc, il y a une membrane autour des particules. D'accord ? Et donc, nous, on voulait savoir s'il y avait une membrane autour de ces objets. Alors, s'il y a une membrane, c'est moins bien, parce que les membranes, elles font partie de ce trafic intracellulaire. Donc, on peut avoir des mesures biaisées. Nous, on a vu que 90% des nanophiles sont dispersés à l'intérieur du cytoplasme et pas avec une membrane. Donc ça, c'est des données que j'ai montrées à plusieurs biologistes et pour avoir des explications. Et bon, les explications n'ont pas été à la hauteur, ou on ne sait pas vraiment pourquoi on a ce type de comportement, pour être tout à fait honnête. Donc là, on fait nos expériences en cellule. Donc on a une aiguille dans une cellule, on applique une fréquence. Donc là, on voit que ça tourne. Qu'on est dans un régime synchrone, on augmente la fréquence. Ah, là, on voit qu'on est dans un régime asynchrone. Et si on augmente la fréquence un peu plus, eh bien, on est toujours dans le régime asynchrone. Donc, vous voyez à l'intérieur d'une cellule la transition synchrone-asynchrone. Ah, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir mesurer la viscosité. Donc là, alors, il y a les films et puis il y a toute l'analyse quantitative qui a été faite et qui est quand même assez lourde. Donc ça, c'est la pente, ici, grand oméga, on appelle ça la vitesse rotationnelle moyennée. C'est donc la pente de la réponse θ de t. Et donc on la porte en fonction de la fréquence appliquée. Alors je voudrais juste attirer votre attention, nous on travaille avec des fréquences très faibles. On descend jusqu'à presque 10-3 radians par seconde. C'est classique pour un rhéomètre classique, pour un vrai rhéomètre, mais pour des objets comme ça, c'est peut-être un peu moins classique. Donc on scanne une large bande de fréquences et de fréquences angulaires. Et ce que vous voyez, c'est donc la réponse de ce grand oméga, et vous voyez la théorie. Vous voyez un très bon accord entre théories, donc on a des aiguilles qui ont des longueurs différentes, et on voyait un très bon accord. Ce que vous voyez surtout aussi, c'est que la fréquence critique, elle varie en fonction de la longueur. Ça, on le comprend, c'est que plus l'idée physique est simple, plus l'objet est grand, plus il y a de la friction. Plus il est petit, il y a moins de friction, donc la fréquence critique est plus faible. Donc on fait après un deuxième test où on porte la fréquence critique en fonction de la longueur, et on voit que là aussi on a un très bon accord avec la théorie. Donc on ne mesure pas simplement la viscosité, mais on prouve que le modèle est correct. D'accord ? Donc on a fait ça sur 3 lignées cellulaires, donc les fibroblastes. Je ne vais pas trop parler de cellules, mais bon, voilà, je ne vais pas trop parler de cellules. On a fait ça sur 3 lignées cellulaires, des fibroblastes, des cellules ELA et des cellules de poumons, des cellules d'origine cancéreuse. Et ça, c'est les viscosités qu'on a obtenues. Donc vous voyez, c'est des viscosités qui typiquement varient entre 10 et 100 pascal seconde. Donc ça veut dire 10 000 à 100 000 fois la viscosité de l'eau. Donc l'intérieur d'une cellule est quand même assez... En fait, c'est visqueux, mais c'est aussi viscoélastique, comme on s'y attendait. Et donc on a une élasticité aussi qui est de l'ordre de 10 à 100 pascal, avec cette méthode. Donc les conclusions que je tire de cette présentation, enfin de cette partie sur la viscosité intracellulaire, c'est que les viscosités sont plus élevées de loin par rapport au solvant. L'intérieur de la cellule ressemble à un fluide de Maxwell généralisé, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, et le cytoplasme n'est pas un gel réticulé, comme c'est donné dans la littérature. Certes, les cellules sont lentes. Là, tous les films que j'ai montrés sont extrêmement accélérés. Elles sont lentes, mais c'est pour ça qu'il faut travailler aux basses fréquences. Et à mon avis, les gens qui ont dit que c'était un gel cross-linké, c'est parce qu'ils travaillaient à haute fréquence, style 10 Hz. Et ça, on ne peut pas voir une viscosité avec ça. Donc voilà, ça j'ai déjà dit. Donc je vais conclure par 2 slides. Donc la première slide, c'est il n'y a pas que les scientifiques qui s'intéressent à la viscosité des cellules, il y en a qui s'intéressent à la viscosité ou la malléabilité
des animaux. Et donc ça, c'est la preuve que les chats sont liquides. Il n'y a pas que les cellules qui sont liquides. Donc les liquides take the shape of the container while maintaining a constant volume. So that's it. Cats are liquid. Bon, vous trouvez ça peut-être drôle, peut-être pas drôle. Mais ce qui est quand même assez étrange, c'est ça. C'est qu'un jeune homme scientifique au CNRS de l'Université Paris 7 a osé écrire un article sur On the Rheology of Cats. Il s'appelle Marc-Antoine Fardin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais vous allez entendre parler de lui. Donc c'est un article un peu satirique ou très imagé, qui fait très scientifique. Et cette personne, c'est pour ça que je le mentionne, a été le récipient du prix Nobel, IG Nobel l'an dernier, grâce à cet article-là. Donc c'était juste un clin d'œil humoristique sur la fin de cet exposé. Je voudrais remercier vraiment mes collaborateurs. Donc il y a plein de collaborations différentes. Sur la première partie, nanoparticules et nanomédecine, donc c'est Nathalie Mignet et Isabelle Margaille de Paris 5, avec qui je travaille beaucoup et avec qui on a une très très bonne entente. Olivier Sandre, qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être parce que c'est un grand spécialiste des particules d'oxyde de fer. On a travaillé avec Giovanni Marletta de Catane et Andrei Sebers pour tout ce qui concerne les calculs sur la partie microréologie. Et ça, c'est la bande de super étudiants et super postdocs avec qui je travaille et qui ont contribué à ce travail. Je vous remercie pour votre attention.